Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV. Nous allons parler des présidentielles, une fois n'est pas coutume, avec les attentes de la filière automobile qui a invité les candidats, 8 candidats, à présenter leur programme en matière d'automobile. Les représentants de la filière sont avec nous. Je vous les présente immédiatement. Xavier Oran, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, délégué général de Mobiliance. À vos côtés, Claude Cham. Bonjour Claude Cham. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de la FIEV, président de la SAS Équipe Auto. Il y a également avec nous Thierry Archambault. Bonjour. Bonjour, le président délégué de la SIAM. Et Marc Mortureux, bonjour, directeur général de la PFA. Soyez les bienvenus. Alors, j'ai noté qu'il y avait, Xavier Oran, je vais commencer avec vous, 8 candidats. 9. 9, très exactement, c'est ça. Et ça fait pas le compte pour tous ceux qui se sont présentés. Non, ça fait évidemment pas le compte, mais d'avoir réussi ensemble, avec la FIEV, la PFA et la SIAM, avec naturellement Mobiliance, d'organiser cette journée qui n'avait pas de précédent, en tout cas à ma connaissance, dans l'histoire de la filière automobile et dans son positionnement le plus ferme possible auprès des différents candidats à l'élection présidentielle. C'était un moment évidemment très important, on va avoir l'occasion d'échanger là-dessus, mais d'avoir réussi à réunir 9 sensibilités politiques, le 9e étant les Insoumis, la France Insoumise. Je pense que c'est un exercice républicain qui était tout simplement indispensable à la correcte expression de la filière automobile dans toutes ses composantes et à la repositionner dans le débat politique qui manque, hélas, singulièrement de densité et de bon niveau de documentation sur des filières telles que la nôtre qui est à l'évidence à la croisée des chemins. Vous pensez bien que je vais vous poser la question, qui sont les candidats qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas été représentés? Écoutez, nous n'avons pas eu M. Poutou, nous n'avons pas eu Mme Artaud et nous n'avons pas eu M. Dupont-Aignan. Tous ont été contactés, je tiens à le préciser, tous. Nous tenions ensemble à être parfaitement et rigoureusement équidistants de l'ensemble des partis politiques, de leurs candidats et de leurs représentants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs également conçu une documentation très élaborée, très détaillée sur l'état des lieux de notre filière et sur les propositions qui nous semblaient indispensables, documentation qui a été remise à la totalité des candidats et sur la base de laquelle ils ont travaillé pour faire valoir auprès de nous tous à la fois leur diagnostic, on pourra y revenir, et leurs propositions, on pourra évidemment également... Leur position, le diagnostic, on va y revenir, vos impressions, et est-ce que finalement vous êtes plutôt encouragé par ce qui a été dit, ce qui a été proposé? Moi, j'attache aussi beaucoup d'importance à l'incarnation. Il y avait des candidats qui étaient représentés et des candidats qui sont venus en personne. J'en ai noté, Marc Mortureux, 2, Anne Hidalgo et Jean Lassalle. Est-ce que cela veut dire que s'il y a une minorité de candidats qui sont venus physiquement, que la filière automobile est prise au sérieux? Alors, d'abord, on a eu un certain nombre de représentants de candidats de très haut niveau et qui ont d'ailleurs eu une belle prestation. Moi, je dirais, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans cette campagne, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais on ne parle pas beaucoup d'automobile. Et ce que je trouve intéressant au travers de la séance qui s'est vécue, c'est que, voilà, on confronte un discours politique un peu général, réindustrialisation, par rapport à une réalité d'une industrie automobile qui, et ça c'est plutôt une bonne surprise, je dirais, la grande majorité des candidats considèrent l'industrie automobile comme au cœur du projet de réindustrialisation, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en termes de quantité de produits fabriqués. Et c'est vrai que pour un produit de consommation courante, qui est l'automobile, c'est probablement un des produits sur lesquels on a encore aujourd'hui en France et en Europe le plus de production par rapport à d'autres domaines. Simplement, on est aujourd'hui effectivement à la croisée des chemins avec une transformation extrêmement profonde et très concrètement, au-delà du thème réindustrialisation, est-ce que les différents candidats sont prêts à prendre des mesures fortes pour permettre réellement un rebond de notre industrie à la faveur, je dirais, de cette transition qui est en cours. Mais vous n'avez pas été froissé par la présence de seulement 2 candidats. Sans doute un problème d'agenda? Alors, globalement, enfin,
Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. On a eu beaucoup de candidats. C'est important, en matière de campagne présidentielle, c'est important que le candidat se montre et aille au contact aussi d'un secteur qui est très important. Il y a eu beaucoup d'autres organisations qui ont organisé des choses où ils ont eu 4 candidats ou 4 représentants. Bien sûr. Donc globalement, en tout cas, ce qui ressort de cette journée, je crois que c'est d'un commun accord, c'est d'abord ça valait la peine de le faire. On a quand même eu des candidats, effectivement, ou des représentants de bon niveau et qui ont pris un certain nombre d'engagements, on y reviendra, mais qui, malgré tout, nous confortent dans l'idée que l'automobile reste un sujet majeur pour le quinquennat à venir. Claude Cham, vous êtes vous aussi conforté dans cette idée que l'automobile a toute sa place dans le quinquennat à venir par rapport à tout ce qui a été proposé? Parce que là, finalement, vous avez entendu 9 candidats ou 9 représentants de candidats. Bon, à l'arrivée, il n'y en aura qu'un ou une qui sera élu. Est-ce que vous êtes confiant, pour le coup, par rapport à ce qui a été proposé? Vous savez, j'ai vu pas mal d'élections, j'ai entendu beaucoup de choses, et j'ai pour habitude de croire modérément toutes les promesses qu'un candidat peut me faire à un moment de la campagne. Donc, il faut rester prudent. Moi, ce que je voudrais dire, c'est, point numéro 1, il est très important qu'au sein de la filière, les organisations syndicales qui sont là se soient réunies pour faire parler et pour écouter des candidats sur un sujet majeur, qu'est l'industrie automobile. Ça, c'est extrêmement important pour moi et j'ai été très satisfait de collaborer à ça. La deuxième chose, effectivement, tout à coup, on nous parle d'automobile. C'est l'opportunité. Et quand ils viennent chez nous, ils viennent nous dire qu'ils adorent l'automobile. Donc, je pense qu'il y en a certains qui doivent avoir un certain niveau de sincérité, il y en a d'autres qui ont peut-être un niveau de sincérité un peu moins grand. Ce que j'ai noté, l'industrialisation est un fait, effectivement, dans la globalité de la campagne. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé pour l'industrie automobile, c'est que pour la première fois, on commence à entendre parler avec, je dirais, beaucoup plus de force qu'on entendait il y a seulement 2 ou 3 ans, la compétitivité du territoire France. Et j'ai écouté avec attention certains candidats, un en particulier, qui a honnêtement reconnu que les efforts qui avaient été faits étaient insuffisants. Lequel? Il s'appelle Bruno Le Maire, qui représentait donc bien évidemment le candidat Macron. Macron, oui. Évidemment. Et il faut savoir que c'est quand même intéressant parce que il n'y a pas si longtemps, c'était un discours difficile à faire passer. Et donc la compétitivité est une première chose. J'ai entendu parler de neutralité technologique. C'est important. On a réussi progressivement à faire rentrer ça dans la discussion. Donc c'est ces thématiques-là qui, moi, m'ont intéressé. Après, écoutez, oui, peut-être que je suis un sceptique de nature, mais j'ai écouté avec intérêt. Très bien. Et on peut se projeter ou essayer de se projeter. Est-ce que vous aussi, vous avez été convaincu, Thierry Archambault, par une ou plusieurs propositions de candidats? Est-ce que véritablement vous sentez que pour ces candidats-là, le secteur de l'automobile est un secteur majeur? Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pour tous les candidats, l'automobile est un sujet qui est au cœur de la vie quotidienne des Français. Alors, effectivement, après, il y a des candidats qui envisagent ça sous une forme de rupture par rapport à tout ce qu'on a pu connaître et qui sont prêts éventuellement à passer par la contrainte pour mener cette rupture. Et puis, il y a des candidats qui essayent de trouver une voie qui combine liberté de mouvement, liberté individuelle, maintien d'une certaine place de l'automobile par rapport à ça et transition écologique. Donc, c'est ça qui m'a frappé. Ensuite, dans les propositions qui sont faites, on retrouve pas mal des documents dont parlait Xavier, pour les raisons qu'indiquait Claude, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous faire des déclarations d'amour. Bon, on verra ce qu'il en sera vraiment une fois les élections passées. Mais on vit aujourd'hui un élément clé dans l'histoire de l'automobile, c'est cette rupture. Et pour moi, l'enjeu, c'est est-ce qu'on conduit cette rupture au mépris de la liberté de déplacement individuel ou est-ce qu'on arrive à garder cet élément-là tout en plaçant l'automobile dans le XXIe siècle. Bien sûr. Xavier Oran, est-ce que tous les candidats ou représentants de candidats ou de candidates vous ont fait des déclarations d'amour? Si je regarde notamment les déclarations de Karima Deli pour Europe Écologie Les Verts, voilà, elle plébiscite plus le train, le vélo que la voiture.
C'est un peu antinomique, effectivement, avec le message. À non, à Claude. Non, mais déclaration d'amour à la filière, vous l'avez compris, je reprenais les propos de Thierry Archambault. Rien de personnel, Xavier. Des preuves d'amour. Je pense que la filière a eu des preuves d'amour au cours du quinquennat précédent. D'ailleurs, ça a été très habilement rappelé par Bruno Le Maire, à juste titre. Ce qui me frappe, pour autant, c'est qu'on le sait très bien tous les quatre, la bonne échelle de temps des ruptures dont parlait à l'instant Thierry, c'est le prochain quinquennat. Tout ce qui est en train de converger depuis maintenant un certain nombre d'années dans la filière automobile, que ce soit au niveau de l'industrie ou des services, on est dans cette phase de rupture qui est encore à venir, de rupture au pluriel, avec une phase d'accélération très forte, et puis des inconnus dans l'équation qui sont quand même énormes. Donc, premier enjeu, l'horizon de temps, l'échelle de temps. Ce qui m'a frappé, quels que soient les candidats, c'est qu'ils ont assez peu mis l'accent, voire pas du tout, sur la méthode de travail, la gouvernance, le pilotage de ces ruptures, pour que ces ruptures nous permettent de transcender les difficultés de tout ordre, qui ne manquent pas déjà d'arriver sur un plan social, par exemple, et de faire en sorte de convertir ces difficultés, de les transcender en autant d'opportunités de rebond national. Il est là le sujet. Soit c'est un échec, et c'est un échec collectif immense, avec une responsabilité qui sera objectivement lourde sur les politiques qui ont fait des choix et qui assument des choix, soit ça peut être sans doute la dernière occasion pour notre filière automobile de rebondir et de se réinscrire dans une concurrence extraordinairement pressante au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Donc je pense que les candidats ont fait un effort de compréhension, de problématisation qui était indispensable, avec un niveau de documentation et de compréhension qui est quand même aujourd'hui assez hétérogène et disparate. Et la difficulté pour nous, elle n'est de tomber ni dans l'idéologie, ni dans la démagogie. Les ZFE, par exemple, ont été cités par la quasi-totalité des candidats. Beaucoup ont dit qu'il faut les supprimer. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, on connaît, nous, tous les quatre, toutes les complexités qu'il y a à l'intérieur d'une filière dont l'empreinte est essentielle au pays, mais il faut accepter de rentrer dans cette complexité, de ne pas s'y dérober. Et ce qui m'a beaucoup frappé, effectivement, le mot compétitivité a été cité, pas par tout le monde. Le mot souveraineté a été cité quasiment par tout le monde. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que dans la sémantique, ce n'est plus un gros mot et c'est une réalité pour la filière. En revanche, encore une fois, en termes de méthodologie de travail, ou ne serait-ce que les études d'impact, je regrette, mais c'est indigent. Et l'état général du pays est quand même extraordinairement compliqué et préoccupant. Bien sûr. Marc Mortureux, avez-vous le sentiment, comme vos collègues qui sont ici sur le plateau, que les candidats ont compris qu'on était aussi dans une phase, en matière de filière automobile bien sûr, de transition ? C'est-à-dire les véhicules thermiques, les véhicules électriques. Je crois que c'est le Bruno Le Maire qui a parlé de l'hybride, même de l'hydrogène, à un moment donné, qui peut être plus qu'une alternative. Est-ce que tous les candidats ont conscience de tout cela, ou est-ce qu'ils ont fait des promesses électoralistes ? Alors, ils ont globalement, oui, ils sont bien conscients, ne serait-ce que parce qu'il y a de l'inquiétude, tout simplement. Je veux dire, il faut quand même voir, on vient de passer 2 années historiquement basse au niveau du marché automobile, avec quand même des grandes difficultés au niveau des entreprises, et on s'oriente sur une nouvelle année 2022 également extraordinairement difficile, avec des crises qui s'accumulent. Covid, semi-conducteurs, et maintenant le conflit en Ukraine et ses impacts, avec l'Europe beaucoup plus touchée que les autres régions du monde. À côté de ça, on est dans une accélération incroyable, avec, on le sait, 100 000 emplois qui sont clairement menacés dans les 10 ans qui viennent. Et donc, oui, il y a une vraie prise de conscience. Après, à partir de là, moi, le sentiment que j'en ai, c'est qu'aucun des candidats, et on ne le demande pas, ne remet en soi en cause la nécessité de cette transition. C'est clair, et de toute façon, l'industrie est partie, a investi massivement, va continuer à le faire et s'organise pour cette transition. Par contre, ce qui a été effectivement dit, le rythme, la méthode, la neutralité technologique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un contexte, et notamment le conflit en Ukraine, je trouve, est intéressant pour ça en termes d'éclairage, c'est qu'à la fois, on sent bien que politiquement, ça justifie d'aller encore plus vite vers la sortie des énergies fossiles, mais d'un autre côté, ça rend encore plus compliqué cette transition. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? C'est des phénomènes inflationnistes
de partout. Les minerais, on parlait de souveraineté, de nouvelles dépendances, mais extrêmement fortes, dans lesquelles on va rentrer. Et aujourd'hui, ce qui est mis sur la table au niveau de la Commission européenne, d'aller dès 2035 avec une interdiction de toute autre technologie que le zéro émission, donc nécessairement 100% électrique à batterie ou hydrogène, mais qui se développera sur certains créneaux et ça va mettre du temps, c'est quand même une vraie question. Donc ça a été abordé, et effectivement, il y a eu un certain nombre de prises de position là-dessus. Et l'autre élément, effectivement, compétitivité. Le président Macron, d'ailleurs, il y a déjà quelques mois, avait affiché l'objectif de 2 millions de véhicules électrifiés produits en France en 2030. On considère que c'est pas... Avec un véhicule à 100 € par mois ? Totalement. Alors ça, c'est effectivement d'autres propositions. Alors, c'est pas totalement inaccessible, mais c'est une vraie rupture dans la trajectoire qu'on a connue. Et ce que l'on dit aux différents candidats, c'est que pour y arriver, on a des atouts, mais il faut des décisions extrêmement fortes pour retrouver des niveaux de compétitivité, parce que sinon, quoi qu'on fasse, malheureusement, on n'arrivera pas à redresser la trajectoire. Et que, peut-être pour finir, un des points, je trouve, qui est un vrai atout pour la France d'avoir de l'électricité décarbonée et qui, jusqu'à présent, était un coût plutôt accessible, assez compétitif, qui donne du sens à cette transition énergétique dans le domaine de la mobilité. Attention, aujourd'hui, cet atout est quand même menacé quand on voit aujourd'hui la façon dont les cours de l'électricité évoluent. Donc voilà, c'est vraiment des points majeurs pour construire notre futur. Des points majeurs aussi, et faire le constat qu'ont fait peut-être certains candidats ou représentants de candidats ou de candidates, Claude Cham, par rapport au thermique. J'ai entendu qu'il fallait laisser de la place au thermique. Alors est-ce que c'est pertinent dans la bouche des candidats, évidemment, ou est-ce que c'est pour ménager la chèvre et le chou et pour ne pas prendre de décisions vraiment drastiques et directes, selon vous? C'est le candidat, le représentant RN notamment, qui a parlé du thermique. Pas seulement. Pas seulement, oui, absolument, mais qui disait qu'il faut laisser une place au thermique. Bon, il semblerait, je dis bien il semblerait, que le maintien, tout au moins dans une phase transitoire, du thermique avec des hybrides, soit une solution qui commence à perfuser dans l'esprit de tous ces gens-là. Ce qui, moi, me préoccupe beaucoup pour la France, c'est que je ne suis pas tout à fait convaincu du degré de conscience, de l'urgence qu'il y a pour nous, Français, à défendre l'industrie que nous avons dans notre pays. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce qu'il a été dit. Par exemple, il y a un candidat qui a commencé à nous dire « Moi, je vais faire 35 millions de baisse des impôts de production, etc. etc. » Lequel ? Bon, c'était le candidat qui représentait M. Zemmour. D'accord. Et moi, comme je ne suis pas le premier économiste de France, mais je calcule un peu. Et puis je me suis dit, quand je suis arrivé au bout, je me suis dit, ça va faire 70, 80, 100 millions. Je dis, ça fait beaucoup tout ça. Et par contre, je n'ai pas beaucoup entendu, si vous voulez, de propositions pour financer les choses. Or, il faut bien que nous soyons tous conscients. Nous avons une industrie automobile qui a été une industrie performante. Cette industrie, elle est aujourd'hui face à des géants qui sont arrivés sur le marché récemment, avec une puissance que nous n'avons plus, et avec des sociétés qui sont de nouveaux acteurs, qui arrivent sur notre secteur, les GAFA, etc., qui vont complexifier le jeu. Donc, si nous n'avons pas une étroite coopération avec la puissance qu'il faut pour défendre cette industrie, et je dis bien rapidement, donc il va falloir donner du temps pour faire cette transition, mais de l'autre côté, avoir la puissance financière et la volonté politique de dire notre industrie automobile restera dans le panorama mondial. Et le temps, c'est les 5 ans, c'est le prochain quinquennat, c'est ce que disait Xavier Laurent tout à l'heure, on est d'accord, on peut délimiter déjà dans le temps. Et ça ne sera pas à la fin du quinquennat qu'il va falloir commencer ça. Il va falloir commencer demain matin, et je dirais même qu'on est peut-être un peu en retard. Quelle est la proposition, Thierry Archambault, que vous n'avez pas entendue de la bouche d'un candidat ou d'un représentant de candidat et que vous auriez aimé entendre? Le point que je n'ai pas entendu et que j'aurais aimé entendre porte sur la garantie de liberté de mouvement. C'est ce que je disais un petit peu précédemment. On a parlé des calendriers, des temps. On a eu un premier round où il a fallu que l'on fasse comprendre au temps du politique que le temps de l'industrie n'était pas celui du politique. Ça a pris quelques temps. On y est arrivé.
Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que le temps de l'industrie n'est pas non plus celui du citoyen. Et que celui du citoyen a besoin de beaucoup de temps. Parce qu'il a une voiture qu'il ne peut pas changer immédiatement, qui a une certaine valeur. On ne peut pas détruire ces actifs-là en quelques années, etc. Donc moi, j'aurais aimé que les candidats nous expliquent comment ils allaient gérer ces différentes échelles de temps, de sorte que nos concitoyens rentrent dans cette transition écologique automobile en l'acceptant et non pas en la refusant. Vous m'entendez, ce que je ne dis pas, mais je parle de gilets jaunes, par exemple. Et les derniers événements renforcent cette crainte. Et ça c'est pour moi, ça reste une très, très grosse interrogation. Je n'ai pas eu de garantie là-dessus. C'est vrai que la filière, ou en tout cas peut-être quelques soubassements, gronde déjà, Xavier Oran. Est-ce qu'il y a des résonances, des échos en écho à ce que dit d'ailleurs Thierry? Je rejoins parfaitement ce que vient de dire Thierry Archambault. Peu de candidats d'ailleurs, sous le contrôle de mes trois confrères, on en a d'ailleurs parlé. On a pris le sujet de manière macroéconomique et industrielle, qui est déjà en tant que tel, on vient de le dire, un enjeu absolument fondamental pour l'avenir du pays en termes d'emploi, d'empreinte industrielle, d'innovation, absolument. Mais l'automobile, c'est d'abord un patrimoine historique, c'est une culture, c'est un élément de liberté, évidemment, mais plus encore peut-être, c'est un élément de stabilité des démocraties. Et le fait par un certain nombre de réglementations, de fiscalité, à force de trop vouloir segmenter les choses, de recréer des clivages sociaux territoriaux, de ne pas se poser la question du coût d'accès aux solutions de mobilité que nos industriels doivent concevoir et produire pour tenir les trajectoires dont parlait Marc tout à l'heure. On prend un risque sur le plan social, on le voit tous les jours avec l'œil rivé au prix à la pompe. On prend un risque très, très important, je le crains, d'une violence sociale, hélas, pour notre pays, à court terme, qui pourrait se déclencher, malheureusement, en repartant à nouveau des questions de mobilité. Donc il faut y faire très attention, il faut que nos politiques prennent bien la mesure des décisions qui sont prises. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure à nouveau en termes de méthode d'études d'impact, mais de concertation beaucoup plus qualitative avec la filière que sous le quinquennat précédent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de concertation, mais il faut bien distinguer une consultation d'une concertation. C'est parfois pas tout à fait la même chose. Et sur les 5 ans que nous avons à faire ensemble, encore une fois, ça a déjà été dit, c'est décisif. Et comme Claude le dit, c'est maintenant. Bien sûr, et en résonance à vos propos, c'est vrai que vous évoquiez les gilets jaunes. Le départ, ce qui a mis le feu aux poudres pour les gilets jaunes, c'est le prix du carburant. Et là, on est en train de vivre actuellement, évidemment, ce paradoxe. L'inflation va être structurelle, probablement durable, et qui percute tous les modèles économiques sur lesquels ont été construites des hypothèses de trajectoire de neutralité carbone qui, aujourd'hui, on le veuille ou non, sont complètement à revoir. Donc les modèles politiques et les méthodes pour encadrer nos filières automobiles doivent être révisés, réévalués, réajustés de la même manière, très vite et en concertation avec l'ensemble de nos organismes. Le temps qui nous est imparti va s'achever, mais je vais faire encore un rapide tour de table avec vous, parce que c'est vrai que ça pourrait durer des heures, et on pourrait réécouter ou décrypter toutes les interventions des 9 candidats ou représentants de candidats. Ce serait, j'en suis persuadé, passionnant pour essayer de comprendre, et notamment sur le prix des carburants. Mais juste en filigrane, moi j'ai retenu aussi une phrase de l'une des candidates qui est venue physiquement, Anne Hidalgo, qui dit « On roule mieux à Paris ». Et dans son projet, c'est ce qu'elle a dit, on est bien d'accord. Et la Salarie. Jean Lassalle ou la Salle au total. Mais son envie à elle, c'est aussi peut-être de faire de la France ce qu'elle a fait à Paris. Donc est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous fait sourire? Et est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut être viable pour la France à travers la filière? Je fais ce petit tour de table en guise de conclusion avec vous. On commence peut-être avec vous, Xavier. On ne peut pas réformer la France en restant retranché derrière des périphériques. On ne peut pas faire de nos villes des cités interdites. Faire ça, c'est prendre un très grand risque, y compris sur le plan économique pour ces villes. Il ne faut jamais oublier que nos territoires, nos politiques sont toujours déterminées par la géographie. Il ne faut jamais oublier la géographie, on le voit avec un certain nombre de crises dramatiques actuelles. 85% de la population française vit en dehors des métropoles. Donc la réalité de la mobilité, c'est cela, c'est aussi un marché où
les voitures d'occasion de plus de 15 ans, aujourd'hui, surperforment les véhicules neufs. Ce sont des réalités, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue ces réalités sociales et remettre le citoyen et le consommateur, les ménages, avec des problématiques de pouvoir d'achat qui sont très récurrentes, au centre du système. Sinon, nous aurons des offres qui ne correspondront pas à la demande et ça posera beaucoup d'autres problèmes. Marc Mortureux, on roule mieux à Paris et c'est tant mieux? D'une façon générale, je ne suis pas très inquiet sur l'avenir de l'automobile dans nos sociétés. Tout simplement parce que le besoin, il est là. Enfin, c'est une évidence. Et effectivement, il ne faut pas raisonner trop parisien en interne. De toute façon, surtout en dehors de Paris, la voiture est indispensable. D'ailleurs, plus qu'elle ne l'est à Paris, d'ailleurs. De voir le nombre d'acteurs les plus puissants au monde qui s'intéressent à l'automobile et aux nouvelles mobilités. Simplement, ce n'est pas tout à fait la même automobile que par le passé. Et pour moi, la vraie question là-dedans, c'est est-ce que demain, effectivement, on va se fournir, comme sur beaucoup d'autres produits de consommation courante, sur des produits qui vont être fabriqués à l'autre bout du monde, avec un bilan sur le plan environnemental qui, à mon avis, va poser quand même des sacrées questions? Ou est-ce qu'on est capable, parce qu'on a des vrais atouts, on a des entreprises de très très grande qualité, on a notre électricité décarbonée, on a des infrastructures, donc on a des atouts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se donner les moyens. Un des points qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, c'est quand même cette instabilité réglementaire et fiscale qu'on a en permanence, qui, mine de rien, ne rend pas facile le pilotage des stratégies industrielles, dans la mesure où c'est de l'industrie lourde, c'est des investissements forts, c'est des prises de risques importants et qu'on a besoin de lisibilité. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait toute une série d'instruments qui permettent comme ça d'accompagner la transition. Encore une fois, on ne la remet pas du tout en cause. Elle est indispensable, c'est notre responsabilité d'être apporteur de solutions. Mais par contre, il faut que tout ça puisse être coordonné, planifié de façon cohérente globalement. Claude Cham, sur la dichotomie Paris-province et finalement la nécessité de rouler en voiture ou pas? Écoutez, première chose, je pense que la meilleure méthode de gouvernement, c'est de douter et de ne pas avoir trop de certitudes. Donc, pour ce qui concerne la circulation dans Paris, il ne s'agit pas de faire un sondage très élaboré pour savoir comment ça évolue. Et donc, je ne m'attarderai pas sur le sujet. Vous voyez ce que je veux vous dire et je le pense très sincèrement. Oui, et on l'entend très bien. Donc je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fera. Et par contre, pour faire des réformes telles que nous en avons besoin, on a besoin d'un consensus. On a besoin d'un consensus social. Et ce n'est pas en faisant de la provocation volontairement qu'on arrivera à obtenir ce consensus. Parce que les gens qui ont besoin de se servir de leur voiture pour aller à leur travail tous les matins, qui ont des embouteillages, qui passent de plus en plus de temps, soit dans leur transport individuel, soit dans des transports en commun qui sont en panne, qui ceci, qui cela, quand ils entendent ce genre de propos, à mon avis, ça peut les amener à avoir quelques mouvements d'humeur que je comprends. Et quelques réactions. Assez facilement. Thierry Archambault, je vous laisse le mot de la fin. Mais je reviens sur la méthode. Avant d'interdire, il faut mettre en place les solutions alternatives qui permettront ensuite d'interdire ou de restreindre la circulation. C'est le seul moyen de garantir une forme de liberté qui doit demeurer. Voilà. Très bien. Merci à tous les quatre. C'est un sujet vraiment passionnant. Et puis, c'est un sujet d'aujourd'hui et un sujet de demain. Évidemment, pas d'après-demain. Ça, on l'a bien retenu. Merci infiniment de nous avoir accompagnés. À très vite, encore une fois, sur le plateau de Mobility TV. Et à très bientôt à celles et ceux qui nous font l'amitié de nous regarder sur ce plateau pour d'autres émissions.